Aujourd'hui, on part en voyage, loin, sur un petit point minuscule dans l'immensité de l'océan Pacifique Sud, sur l'archipel du Vanuatu, plus précisément sur une île dominée par un volcan qui gronde jour et nuit, l'île de Tanna. L'endroit est sauvage, riche, avec une jungle épaisse et une population pleine de surprises. Je dis pleine de surprises parce que si vous allez à Tanna le 15 février, vous tomberez sur un spectacle étonnant. Le genre de spectacle qui bouscule votre conception de la logique humaine. Des dizaines, peut-être une centaine d'hommes, en jean ou en pantalon militaire, torse nu, avec peint dessus en rouge sang, 3 lettres, USA. Ils marchent au pas, en formation militaire, dans un sérieux absolu, presque religieux. Sur leurs épaules, ils portent comme des armes, en réalité des fausses carabines en bambou, à la pointe ensanglantée. Le tout devant quelques drapeaux, dont un drapeau américain fièrement hissé. Si vous ne connaissez pas l'histoire que je m'apprête à vous raconter, vous pourriez penser que vous êtes en train d'assister à une cérémonie politique, que le territoire est peut-être sous tutelle américaine. Eh bien pas du tout. Pour tout vous dire, les États-Unis n'avaient même pas d'ambassade au Vanuatu avant 2024. Non, ce que vous êtes en train de voir, c'est les démonstrations d'un culte. Peut-être le plus fascinant du monde moderne, le culte du cargo. Avant qu'on aille plus loin, cette vidéo est sponsorisée par Mammouth AI. Mammouth AI, c'est une startup française qui a une idée hyper simple mais géniale. En gros, c'est une plateforme qui permet d'utiliser n'importe quelle IA. Ça peut être Gemini, ChatGPT, Claude, DeepSeek, Mistral, Midjourney, etc. Vous avez un seul espace avec lequel vous pouvez interagir avec des IA différentes. C'est assez génial et ce qui est super intéressant, c'est le prix. C'est non seulement moins cher que si vous aviez plusieurs comptes auprès de ces IA, mais la plupart du temps, c'est même moins cher que si vous aviez un seul compte en fait. Parce que c'est à partir de 10 € par mois. C'est super aussi pour tester, découvrir et comprendre la révolution qu'on est en train de se prendre. Il y a quelques jours, mon ami Pimpin me rappelait un proverbe chinois. Quand le vent souffle, certains construisent des murs, d'autres des moulins à vent. Alors si vous êtes dans la team moulin, comme moi, ça peut vous intéresser. Parce que c'est difficile d'avoir un avis sur un truc qu'on ne connaît pas. Comment ça marche pour les plus curieux et curieuses ? En fait, Mammouth utilise les API de ces IA. Et donc, l'autre avantage, c'est que niveau vie privée, les seuls qui ont vos données liées à votre compte, c'est Mammouth. Et ces données, elles sont hébergées en Europe, donc sous la conformité RGPD. Je trouve que c'est vraiment bien pour les gens qui veulent utiliser l'IA, qui ont un petit budget et qui savent pas trop quelle IA leur correspond. L'autre truc que j'aime bien, c'est que suivant vos besoins, vous pouvez très facilement sélectionner une IA moins énergivore pour vos tâches moins complexes, comme par exemple Mistral Small. Je vous mets un lien en description et je vous invite à le checker. Merci à eux de sponsoriser cette vidéo. On reprend tout de suite avec le culte du cargo. Pour que je vous explique d'où vient ce culte, il faut qu'on remonte un peu dans le temps. Alors généralement quand on parle de culte, on remonte très loin. Mais là, on ne va remonter que de 100 ans, au début du XXe siècle. Dans les années 1930, Tanna est loin d'être un paradis. L'île est gérée par les colons franco-britanniques et les missionnaires presbytériens, une forme de protestantisme. Et ils ont interdit ce qui faisait la vie des locaux. Interdit de boire le kava, donc la plante sacrée, interdit de danser, interdit de porter les tenues traditionnelles. Le peuple de Tanna vit sous une dictature morale. C'est dans ce contexte que naît une légende, John Froome. On raconte qu'une nuit de 1937 ou 1939, des anciens de Tanna, réunis pour une cérémonie de kava, aperçoivent une silhouette venue d'ailleurs. John Froome est décrit comme un homme à la peau pâle, parlant la langue locale, venu apporter un message. L'identité de l'homme reste mystérieuse. Certains y voient un esprit ancestral, manifesté au cours de transes mystiques, induites par le kava, possiblement une incarnation du dieu local, Keraperamun. D'autres pensent qu'il s'agissait en réalité d'un chef autochtone, du nom de Manehivi, qui aurait pris l'alias de John Froome. John Froome, c'est donc un homme, ou peut-être un esprit, qui a un discours révolutionnaire, au sens propre du mot. Rejetez l'argent des Blancs, jetez leurs pièces à la mer, quittez leurs églises, retournez à vos coutumes, et si vous faites ça, les Blancs partiront et vous vivrez dans l'abondance. Le mouvement John Froome devient un mouvement contestataire, et on aurait pu ne jamais en entendre parler si l'histoire s'était déroulée autrement. Mais l'histoire s'étant déroulée comme elle s'est déroulée, la Seconde Guerre mondiale éclate. On est déjà en 1942, Pearl Harbor a déjà eu lieu il y a quelques mois, et les Japonais avancent dans le Pacifique. Pour les contrer, l'armée américaine débarque au Vanuatu avec 300 000 hommes. Pour les locaux, c'est le choc. Ils voient débarquer des navires gros comme des villes, ils voient des soldats noirs américains qui, contrairement aux colons français ou anglais, possèdent des richesses, conduisent des camions
et mangent à leur faim. Et surtout, ces soldats distribuent ce qu'on va appeler le cargo. Des tentes, des outils, des médicaments, du Coca-Cola. C'est le paradis qui tombe du ciel. Mais surtout, c'est la prophétie de John Frum qui se réalise. Certes, les Blancs sont toujours là, mais il l'avait dit. Ils vivraient dans l'abondance. Et ça le rend immortel. Alors le choc, il vient, on l'a vu, de l'abondance, effectivement, matérielle, mais il vient d'autres choses aussi. En fait, il faut comprendre qu'à ce moment-là, pour les habitants de Tana, le monde fonctionne selon un système d'échange sacré. Vous travaillez la terre, vous élevez du bétail, vous honorez les ancêtres, et en échange, la nature vous donne de quoi vivre. La richesse n'est pas quelque chose qu'on accumule, c'est quelque chose qu'on reçoit de la nature ou des esprits si on respecte les règles. Mais là, c'est différent. Les soldats blancs ne travaillent pas. Ils ne cultivent pas des patates douces. Ils ne chassent pas. Et pourtant, ils ont tout ça qui tombe du ciel. Alors les locaux essaient de comprendre. Et ils observent. En fait, les soldats ne font pas rien. Ils marchent en rang serré, ils lèvent des drapeaux, ils se mettent des casques sur les oreilles et parlent dans des boîtes en métal. Ils agitent des bâtons lumineux sur des pistes. Et juste après, des avions atterrissent et le cargo arrive. En fait, ce qu'ils font, c'est des rituels. Si je fais les mêmes actions à chaque fois, et qu'en réponse à ces actions, je reçois de la richesse du ciel, c'est un rituel. Ces rituels causent l'arrivée du cargo. Alors vous vous demandez peut-être ce que font les colons britanniques pendant ce temps-là. En réalité, ils sont toujours là, et ils ragent. Ils regardent impuissants les Américains payer les locaux 10 fois plus cher qu'eux. Manger avec eux, les traiter avec une dignité relative. Pour les habitants de Tana, le contraste est aveuglant. D'un côté, les colons qui prennent les terres et interdisent les coutumes, et de l'autre, les Américains qui apportent l'abondance. La conclusion est vite faite, les colons sont des obstacles. Ce sont eux qui bloquent l'accès à la richesse. Ça dure 3 ans. C'est court, mais ça suffit pour marquer profondément les habitants de Tana. 1945, la guerre est finie et les Américains partent. Les administrateurs français et britanniques ressortent de leurs bureaux et veulent refaire travailler les locaux dans les plantations pour des salaires de misère. Évidemment, ça pose problème. Encore plus depuis que le mouvement John Frum est aussi fort. Et ça va durer longtemps. Pendant 35 ans, de 1945 à 1980, ils vont entrer en résistance passive. Les colons essaient de mater le mouvement. Ils arrêtent les chefs, ils interdisent les drapeaux américains, mais rien n'y fait. Les locaux répondent avec un calme olympien. Vous pouvez nous frapper, nous mettre en prison, nous, on attend John. Le 30 juillet 1980, l'archipel devient indépendant et prend le nom de Vanuatu. Le condominium franco-britannique s'effondre. Les Britanniques plient le drapeau et s'en vont. Pour les Français, c'est plus compliqué. Certains sont expulsés par la force, d'autres fuient vers la Nouvelle-Calédonie. Pour les adeptes de John Frum, c'est la prophétie qui se réalise. John Frum avait promis « Si vous tenez bon, les Blancs partiront ». Ils ont tenu bon, les Blancs sont partis. Ça, c'est pour le côté politique et gouvernance. Mais pour le côté cargo, c'est plus compliqué. En fait, à la fin de la guerre, les partisans de John Frum ont tout essayé. Ils ont fait ce que n'importe quel humain rationnel aurait fait, de la rétro-ingénierie. S'ils reproduisent les gestes, le résultat reviendra. Et je veux que vous preniez vraiment une seconde pour imaginer la scène. On est dans la jungle, il fait 35 degrés, l'humidité est étouffante. Et ces hommes construisent une piste d'atterrissage à la main. Ils coupent les arbres, ils aplanissent la terre, ils arrachent les racines. Pour les tours de contrôle, ils ne font pas juste un truc qui ressemble à une tour, ils vont dans le détail obsessionnel. Et ils sont même parfois allés jusqu'à reproduire des avions. Les contrôleurs aériens fictifs, assis dans leur tour en bambou, portent des casques sculptés dans des demi-noix de coco. Ils ont relié ces noix de coco par des lianes tressées qui courent jusqu'à des antennes en bois plantées dans le sol. Ils attendent. Ils scrutent le ciel pendant des heures, des jours, des années. Le silence est total. Ils attendent que la voix des ancêtres passe dans la liane pour leur dire que l'avion arrive. Ils font tout exactement comme il faut. La forme est parfaite. La procédure est respectée à la lettre. Mais le ciel reste vide. Mais ce n'est pas si grave. Parce que ça donne de la force au mouvement. Et c'est ça qui lui permet de tenir. C'est ça qui a permis de tenir l'occupation des colons. Et c'est ça qui fait qu'il tient aujourd'hui encore. Le 15 février, ils ne croient plus vraiment que l'avion va atterrir. Mais ils marchent avec leurs fusils en bambou pour dire aux autres « Nous sommes toujours là, avec notre propre armée, nos propres règles, notre propre culture. » C'est un acte d'identité politique. Cette histoire du culte cargo, elle est fascinante. Et bien qu'au début, je me suis dit que c'est l'histoire d'un peuple à l'autre bout du monde, plus j'y réfléchissais, et plus je réalisais qu'en fait, la réaction était profondément humaine. Et j'y ai vu une connexion avec l'IA, notamment autour du prompt.
Quand je vois tous ces contenus autour du prompt engineering, c'est-à-dire savoir faire le prompt le mieux écrit et le plus efficace possible, ou du moins celui qui aboutira à la meilleure réponse, je peux pas m'empêcher d'y voir notre propre culte du cargo. Alors, juste au cas où, le prompt, c'est ce que vous écrivez à l'IA pour qu'elle vous donne une réponse. Alors évidemment, il y a souvent une vraie science derrière. Par exemple, Monsieur Phi parle dans sa vidéo « L'autonomie des IA expliquée aux humains », que je vous recommande, du fameux « Let's think step by step », qui en 2022 améliorait fortement les résultats attendus. Études scientifiques à l'appui. On peut aussi imaginer par exemple que le « agis comme un expert » force l'IA à puiser dans un espace vectoriel plus précis. Donc les ingénieurs qui utilisent ces prompts et comprennent globalement le fonctionnement de l'IA savent ce qu'ils font. Par contre, l'utilisateur moyen qui ne comprend pas cette architecture, c'est très différent. Il se raccroche à des formules, il copie-colle des méga prompts magiques trouvés sur LinkedIn ou Instagram. Il n'instruit pas la machine, il incante. Et c'est quelque chose qui me fait penser à une ritualisation, de la même manière que ce qu'a fait pendant longtemps le peuple de Tana. On ritualise, on incante face à la machine, en espérant que le cargo, donc la bonne réponse, tombe du ciel. Et le truc, c'est qu'à la différence des habitants de Tana, il y a vraiment le cargo qui tombe. L'IA produit régulièrement des réponses au-delà de nos espérances. Et je pensais que c'était ça la métaphore du cargo à appliquer à l'IA. Mais en fait non. Le plus intéressant, c'est pas ce qui se passe avant que la réponse tombe. Non, c'est plutôt ce qui se passe après. Quand on est face à ce texte hyper structuré, qu'on va recevoir par magie, on ne se dit pas juste « Ah chouette, l'outil a bien travaillé ». Non, on va le copier-coller, on va se l'approprier et on va se donner l'illusion d'avoir produit un travail intellectuel. On va s'habiller avec la compétence de la machine. En 1974, le physicien Richard Feynman, prix Nobel, a utilisé l'histoire des habitants de Tana pour nous mettre une gifle monumentale. Il a inventé le terme de cargo cult science. Il expliquait que dans nos sociétés modernes, on faisait exactement la même chose. On imite l'apparence de la science, l'apparence de la compétence, sans en comprendre les mécanismes profonds. Quand un étudiant décide d'utiliser l'IA générative pour soumettre son devoir, c'est exactement ce qu'il fait. Il imite la compétence, mais il ne l'a pas forcément appris. Son texte a toute l'apparence de l'intelligence, mais lui n'a peut-être pas passé les étapes nécessaires pour réellement comprendre. En fait, il n'est pas passé par ce qu'on appelle en psychologie les difficultés désirables. Ces efforts qui permettent d'apprendre. Le fait que notre cargo tombe et celui de Tana ne tombe pas, c'est une sacrée différence. Parce qu'à long terme, ça peut nous faire croire que l'apparence de l'intelligence suffit. Imaginez que le cargo tombait à Tana. Ça aurait fait croire aux populations que les tours de contrôle en bois, ça suffit pour faire atterrir des avions et leur cargo. Ça crée un piège assez fort et dont on commence déjà à voir les premières conséquences. Il y a une étude du MIT de 2025 qui explique clairement qu'une certaine utilisation de l'IA réduit littéralement notre activité cérébrale et crée ce que les chercheurs appellent une dette cognitive. Micode a fait une super vidéo qui parle en partie de ça, je vous la recommande, mais ici on va creuser davantage l'étude du MIT et ses résultats. En gros, ils ont pris 54 étudiants et les ont divisés en 3 groupes. Un groupe IA, un groupe moteur de recherche et un groupe sans assistance. Les participants ont dû ensuite rédiger des essais pendant 3 sessions. Un essai, c'est un texte, c'est genre une disserte. Les essais ont ensuite été évalués par IA et juges humains, et on a mesuré leur activité cérébrale durant toutes les sessions via électroencélographie. Alors, on observe plusieurs résultats, il y en a 3 qui vont m'intéresser. À quel point les étudiants se souviennent de leur propre essai, leur sentiment d'appartenance face à cet essai, et enfin, leur activité cérébrale. Au niveau mémorisation, à la dernière session pour le groupe IA, 2/3 arrivent à donner une citation correcte de leur essai, contre quasi 90% des 2 autres groupes. Donc dans ceux qui ont utilisé l'IA, il y en a 1/3 qui n'est même pas capable de sortir une citation correcte de leur essai, de ce qu'ils ont écrit. Ils sont aussi 2/3 du groupe IA à considérer que leur essai est vraiment le leur, donc à avoir un sentiment d'appartenance, contre 100% du groupe sans assistance. En ce qui concerne l'activité cérébrale, pour le groupe IA, entre la première et la 3e session, la somme de la connectivité neuronale a baissé d'environ 80%. Pour le groupe moteur de recherche, on n'a pas le détail, mais on nous dit que ça se maintient à un niveau intermédiaire. Et enfin, pour le groupe sans assistance, que l'étude appelle aussi Brain Only, on constate une augmentation de plus de 800%. Par contre, ce que je trouve encore plus intéressant, c'est qu'on a fait une 4e session pour les groupes IA et sans assistance. Et dans cette 4e session, on a inversé les usages. Donc le groupe IA se retrouvait sans assistance et le groupe sans assistance se retrouvait avec l'IA. Ce qu'on a remarqué, c'est que le groupe initialement sans assistance qui s'est mis à utiliser l'IA a connu un pic massif de connectivité cérébrale, beaucoup plus que l'activité du groupe IA d'origine. Ce pic montre l'énorme effort d'intégration que le cerveau doit fournir, le fait d'ajouter soudainement l'IA à un travail de réflexion autonome,
engagent des interactions plus étendues et complexes. Pour ce qui est de la mémorisation, c'est un groupe qui n'a pas perdu grand-chose. Près de 78% d'entre eux ont été capables de produire une citation exacte de ce qu'ils venaient d'écrire. Je précise que l'étude a été faite sur assez peu de monde et à la session 4 encore moins. Genre 78%, en fait ça représente 7 personnes sur 9. Voilà. Ça change pas les tendances qui sont assez fortes, mais il faut quand même avoir conscience de ça. Je précise aussi que les 4 sessions se sont étalées sur 4 mois. Dernier point, c'est l'autre groupe, le groupe qui utilisait l'IA et qui s'est retrouvé à ne pas l'utiliser pour la dernière session. Et à l'inverse, ce groupe a vu son activité neuronale chuter, ce qui est pour les chercheurs le symptôme d'une dette cognitive. En étant privés de leur outil, près de 78% d'entre eux ont été totalement incapables de se rappeler de la moindre citation de leur propre essai, et seulement un participant sur 9 a réussi à en fournir une correcte. En plus de ça, l'analyse linguistique a montré qu'il restait biaisé par la machine, recyclant le vocabulaire spécifique à l'IA sans arriver à s'en détacher. Pour moi, cette étude, et d'ailleurs c'est l'une des premières du genre, est assez édifiante quant à l'impact négatif de l'IA sur ce qu'on produit, comment on s'en rappelle et l'effort cognitif que ça nous demande. L'étude est faite dans le contexte d'étudiants, mais honnêtement, et là c'est un avis personnel, j'ai du mal à voir pourquoi ça ne pourrait pas être généralisé à une population plus large. Moi, à mon échelle, je le sens. Je me sens moins intelligent depuis que j'utilise. Voilà, moins créatif. Parfois, ça devient des automatismes. Je me dis, ah putain, ça, ouais, faut que j'échange là-dessus avec l'IA. Je le constate, quoi. Je le constate ces dernières semaines. Plus qu'avant. Et j'ai même pas l'impression de l'utiliser plus ces dernières semaines, c'est juste que je crois que c'est peut-être le temps que ça a pris pour vraiment prendre cette place dans mon cerveau. Du coup, je me suis demandé à quel point je n'étais pas seul, et en discutant avec vous sur Insta, j'ai réalisé que j'étais pas seul du tout en fait. Voilà quelques résultats de certains sondages. Donc vous êtes à peu près un quart à l'utiliser quotidiennement, et sur ce quart, vous êtes à peu près la moitié à avoir le même sentiment que moi. En fait, c'est un peu ironique de commencer une vidéo en pensant que ça allait être loin de notre réalité, et puis réaliser qu'on parle de nous. Les plus sceptiques nous disent que c'est une énième adaptation de l'humanité, comme on l'a eu avec la calculette ou même avec Google et Internet, etc. On a délocalisé une partie de nos connaissances. Aujourd'hui, il y a plein de choses dont on ne se souvient pas, mais on se souvient de comment accéder à l'information. Mais pour l'IA, je trouve que c'est quand même très différent. Il y a une différence entre un outil et quasiment un oracle. Pour une calculette ou une recherche Google, vous posez vous-même le calcul, ou bien vous décidez de ce que vous allez chercher. En fait, vous avez produit un raisonnement qui fait que vous allez utiliser l'outil. Alors que quand vous utilisez l'IA, très souvent, vous ne produisez pas de raisonnement. Vous l'utilisez justement pour produire ce raisonnement. Enfin, je dis très souvent, c'est faux, ça dépend de votre usage. Mais de plus en plus, on peut faire ça. De plus en plus, on peut utiliser l'IA pour un raisonnement. Et ça tombe bien parce qu'elle devient de plus en plus forte à ça. Je crois que quelque part, les habitants de Tana ont eu de la chance que ce cargo ne tombe pas tout seul. Parce que ce que nous apprend cette histoire, c'est que pour passer d'une société croyante à une société idiote, peut-être qu'il suffit qu'on réponde un peu trop facilement à nos prières. J'espère que cette vidéo vous aura plu. Love, peace.